France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP. À l'issue d'un sommet européen où les 27 se sont penchés sur l'aide à l'Ukraine et plusieurs autres questions diplomatiques, économiques, écologiques qui ont généré des débats très politiques, nous allons vous proposer une émission avec un débat en seconde partie qui sera consacré à la montée des droites extrêmes. Mais pour commencer, nous prendrons la direction de l'Espagne, ce pays de près de 50 millions d'habitants dirigé par le socialiste Pedro Sánchez à la tête d'une coalition des gauches fait figure d'exception et de contre-modèle sur la scène européenne dans de nombreux domaines. On en parle tout de suite avec le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. Bonjour. Bonjour. Revenons sur les temps forts d'une semaine très dense. Oiana Almandoz vous propose l'Europe en bref. Le Conseil européen du 23 octobre s'est conclu sur des résultats mitigés. Entériné, le 19e paquet de sanctions contre la Russie inclut une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié russe, mais pas de prêt de réparation pour l'Ukraine. La Belgique, où la plupart des avoirs russes gelés sont conservés, a bloqué la possibilité d'utiliser ces fonds pour prêter 140 milliards d'euros à Kiev. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, s'en explique. Si l'argent doit être remboursé, chaque État membre devra y contribuer. Les 27 ne reviendront sur le sujet qu'au prochain sommet de décembre. Les leaders européens demandent à la Commission de vite remettre sur la table la directive Omnibus de simplification, soutenue par la droite européenne. Elle visait à alléger les obligations environnementales et sociales imposées aux entreprises. Or, coup de théâtre, lors d'un vote à bulletin secret le 22 octobre, les députés européens l'ont rejetée à 9 voix près. Décriée par les Verts car considérée en net recul sur les normes écologiques, elle a aussi été boudée par l'extrême droite qui l'a jugée trop timorée. Quelques socialistes ont joint leur voix pour la faire échouer. Le même jour, l'hémicycle de Strasbourg célébrait l'indépendance journalistique. Le prix Sakharov a été attribué au Biélorusse Andrei Poczobut et à la Géorgienne Mzia Amarlobeli. La présidente Roberta Metsola a salué leur courage. Tous deux sont des journalistes actuellement en prison pour des faits inventés de toutes pièces, simplement pour avoir fait leur travail et dénoncer l'injustice. Mzia Amarlobeli, spécialisée dans les enquêtes sur le gaspillage de l'argent public, a été condamnée à 2 ans de prison après une altercation avec un policier lors d'une manifestation contre le gouvernement Rêve géorgien qui a opéré un virage autoritaire pro-russe. Andrei Poczobut purge une peine de 8 ans d'emprisonnement pour avoir critiqué la corruption du régime d'Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine en Biélorussie. José Manuel Álvarez, on se concentre sur l'Ukraine d'abord. Les 27 ne se sont pas accordés pour piocher 140 milliards dans les avoirs russes gelés pour un prêt de réparation à l'Ukraine, car la Belgique, non pas la Hongrie comme d'habitude, mais la Belgique a bloqué. Est-ce que vous le déplorez ? On a été parmi les premiers pays à dire que les savoirs congelés russes devaient être utilisés pour pouvoir aider l'Ukraine à faire face à cette guerre d'agression et que les droits internationaux nous permettaient de considérer qu'il y a des réparations à verser une fois la guerre sera finie par la Russie, que c'était une espèce d'anticipation. L'Espagne est toujours prête à soutenir l'Ukraine de tous les efforts possibles. Derrière moi, il y a 70 générateurs d'électricité qui vont partir à l'instant vers l'Ukraine parce qu'elle fait face à cette agression russe pour un 4e hiver de suite. On comprend que la Belgique, les banques belges, ils ont la plupart de ces savoirs, ils peuvent avoir des craintes légitimes, mais on est prêt à les donner les réassurances dont ils auront besoin. Parce que ce qui est clair, c'est qu'on doit trouver tous les moyens possibles pour aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et sa liberté. L'Espagne les fait à travers l'aide humanitaire, les fait à travers l'équipement militaire, avec l'accueil de 250 000 réfugiés ukrainiens, et nous sommes prêts aussi à l'utilisation de ces savoirs russes gelés. Alors l'Espagne le fait, mais enfin, quand je disais que l'Espagne n'est pas alignée sur l'Europe dans tous les secteurs, précisément, vous refusez d'investir massivement dans la défense aux 5% du PIB qu'on vous demande à travers l'OTAN. Vous avez dit non, en fait, alors qu'il y a eu des survols de drones, que le chef d'état-major français prévoit une intensification, une intervention russe en Europe sous 3 ans. Vous refusez toujours de monter sur la défense ? L'Espagne est un pays absolument indispensable pour la sécurité du front Est de l'OTAN. Nous avons une contribution historique
3000 soldats espagnols déployés dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, nos avions qui participent à la sécurité, à la police aérienne baltique, ils sont intervenus hier face à des drones russes et assurent la sécurité des ciels du Baltique. On a été présent récemment en Islande, en Slovaquie, en Roumanie. Je pense que nous sommes et nous allons continuer à être un partenaire, un allié fiable. Et nous savons rendre à toutes les capacités dont l'OTAN nous demande. La chose, on considère qu'on n'a pas besoin pour faire cela des 5% des dépenses. Je suis membre du gouvernement qui a trouvé la dépense militaire au plus bas de son histoire, 0,9%, et qu'on l'a ramené aujourd'hui à 2%. Est-ce que vous êtes, Monsieur Alvarez, satisfait du revirement de Trump qui impose des sanctions sur le pétrole russe désormais? Est-ce que vous pensez que ça, c'est en train de changer la donne aussi pour les Européens? Ce que nous voulons, c'est que nous travaillons tous, comme le fait les présidents des États-Unis en ce moment au Moyen-Orient et en Ukraine, en faveur de la paix. L'Ukraine, travailler en faveur de la paix, c'est faire pression sur les seuls qui ne veulent pas la paix. Certainement, les Européens, l'Espagne certainement, les États-Unis, l'Ukraine aussi certainement. Nous voulons la paix, nous voulons un cessez-le-feu. Le président Zelensky a proposé un cessez-le-feu sans condition. Mais les Russes, Vladimir Poutine, ne veut pas de cessez-le-feu, ne veut pas de paix. Alors, il faut faire tout ce qui est dans nos moyens, entre nos mains, pour pouvoir mettre toutes les chances du côté de la paix. Les sanctions sont une façon de les faire. C'est pour ça que nous venons d'approuver en Europe les paquets numéro 19 des sanctions. Et dans ce sens-là, c'est dans le sens qui s'inscrit la décision du président des États-Unis qu'évidemment nous saluons, parce que nous pensons que c'est une vraie contribution pour le cessez-le-feu, pour arrêter cette guerre et pour faire revenir la paix en Ukraine. Alors par contre, nous n'avons pas pris de décision de sanctions commerciales contre la Chine qui exporte tous ses surplus vers nous, qui ne nous donne pas accès aux terres rares, on le sait. Et Volodymyr Zelensky a dit qu'elle ne voulait pas d'une victoire de l'Ukraine et elle ne voulait surtout pas d'une Europe forte. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en direction de la Chine? Chaque fois que je parle avec les autorités chinoises, je lui dis qu'ils utilisent tout l'ascendant, tous les poids diplomatiques qui sont sur la Russie pour essayer de les faire comprendre que la meilleure façon de vivre en bon voisinage avec l'Europe, c'est à travers la paix. Qu'évidemment, donner des armes à la Russie par n'importe quel pays au monde est quelque chose qui ne ferait qu'attiser la guerre et qu'à la fin, ça va à l'encontre de nous tous. Parce que la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, évidemment, ça a un impact terrible pour les Ukrainiens. Ça a un impact aussi sur l'Europe. Et c'est le monde entier qui est impacté par cette guerre. Parce que les droits internationaux évacués, parce que malheureusement, ça voudrait dire qu'il y a une guerre d'agression. Si la Russie, finalement, a du succès, on a un prix pour l'agresseur. Et que la guerre peut être un autre moyen de politique étrangère, comme on l'a dit, c'était le cas dans le 19e siècle. Je pense que nous avons tous intérêt à travailler ensemble pour que cela ne se produise pas. Alors, José Manuel Alvarez, en Espagne, vous allez fêter en 2026 les 40 ans de votre entrée dans l'Union européenne avec quelques réussites, car le chiffre de cette semaine, c'est 2,9%, votre taux de croissance selon le FMI. Comment vous expliquez finalement que vous avez un taux de croissance très au-dessus de celui de la France, 0,7%, de l'Allemagne, 0,2%, et avec un tourisme record, des investissements étrangers, et surtout vous insistez peut-être sur les réformes structurelles? Absolument, il y a beaucoup de travail derrière ces chiffres. On a la plus forte croissance de toutes les économies les plus avancées. On est bien au-delà des grands pays de l'Europe. Aujourd'hui, on a eu les nouveaux chiffres, un nouveau record d'emplois en Europe, presque 23 millions de personnes, le chômage qui s'est réduit, et en même temps, les contrôles du déficit qui s'est réduit et de la dette que nous réduisons aussi. Mais surtout, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on fait ça avec de la paix sociale,
avec le dialogue social, avec les syndicats et les patronats. Et ça nous permet, en même temps que la croissance macroéconomique et le contrôle des déficits et de la dette, une croissance du salaire minimum en Espagne de 60% depuis qu'on est au gouvernement, des pensions minimales de 12% les 2 dernières années, des bourses pour l'université avec des paquets de bourses qu'on n'a jamais eu dans notre histoire à telle hauteur. Et je pense que la réussite vient de ce dialogue qu'on a avec les forces politiques, avec les syndicats, avec les patronats pour aller tous ensemble dans la même direction. La croissance économique sert, mais la redistribution sociale également. On profite évidemment d'un tourisme record, comme on n'a pas vu les dernières années, un investissement étranger, des fonds structurels de l'Union européenne qui nous permet de mettre l'accent sur les 3 transformations que nous avons mis en marche depuis notre arrivée au gouvernement. Une transformation digitale, une transformation vers une économie verte et une transformation sociale pour que tous les citoyens et citoyennes espagnols puissent en bénéficier. Alors justement, parlons d'un pays méditerranéen comme vous, mais aux antipodes politiquement, l'Italie où la droite radicale gouverne en coalition avec la droite traditionnelle. Après 3 ans de pouvoir, Giorgia Meloni entend d'ailleurs servir de modèle à ceux qui veulent gouverner à droite toute. José Manuel Albares, cette droite radicale fait moins peur. Elle a un déficit public qui est en baisse, un discours très dur sur les migrants. Est-ce un modèle pour vous ? Les vrais modèles au niveau de l'immigration et les modèles espagnols, si on prend les chiffres de Frontex, par exemple, on voit les 3 grandes routes de l'immigration irrégulière vers l'Europe. Celle qui passe à travers l'Espagne a eu une réduction de 40% cette année par rapport à l'année dernière et de 60% à travers les îles Canaries, qui est la route la plus dangereuse pour arriver en Europe. Je pense que face à l'immigration irrégulière, il faut dire la vérité aux citoyens. Les problèmes conjoncturels ont une solution. Les problèmes structurels ont une gestion. Tant que l'Afrique, l'Europe sont la frontière la plus inégale au monde, prenons peu importe si c'est les revenus par tête, le PIB, la santé materno-infantile, l'éducation, il y aura toujours une migration irrégulière envers l'Europe. Mais le modèle espagnol repose sur 3 piliers et les chiffres montrent le succès. Le premier, c'est un dialogue politique de très haut niveau avec nos partenaires africains, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, pour citer quelques-uns des plus importants. Le deuxième, c'est une aide au développement que nous avons triplée envers les pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, pour étayer leur programme de réforme économique, pour donner des opportunités à sa jeunesse. Et troisièmement, une coopération avec ces pays pourrait être terriblement dure avec les mafias qui trafiquent avec les êtres humains. Et c'est cette combinaison qui permet que nous avons des chiffres qu'aucun autre pays européen peut égaliser par rapport à la baisse d'entrée irrégulière. Et aussi, à nouveau, il faut dire la vérité. L'Europe a besoin de main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. Et la plupart des étrangers rentrent en Europe de façon légale. L'immigration irrégulière est une minorité. Et certainement, faire l'amalgame immigration, délinquance est faux. L'alliance de la droite radicale et du Parti populaire européen, donc la droite mainstream, elle se fait aussi au Parlement européen sur des textes du pacte vert. Et puis il y a des coalitions gouvernementales qui se font aussi au niveau des États membres. Est-ce que cette montée des droites plus radicales, elle vous fait peur ? Évidemment, chaque fois que la droite court derrière l'extrême droite, elle finit phagocytée par l'extrême droite. Quand elle copie ses méthodes, quand elle épouse ses valeurs, c'est l'Europe qui se détruit un peu. Parce que l'Europe repose sur des valeurs. Et ces valeurs ne sont pas des belles idées philosophiques. Ces valeurs sont les moteurs des années de plus grande paix et croissance qu'a connu jamais l'Europe dans son histoire. Si on nie l'égalité, la diversité, la justice sociale, on est en train de nier l'existence même de l'Europe. Et tout cela va contre les citoyens.
contre son bien-être, contre la croissance économique et par conséquent contre son confort social. C'est pour cela que l'extrême droite est tellement inquiétante et que le fait que la droite court derrière l'extrême droite est une grave erreur. Ils finiront, comme on voit aujourd'hui un peu partout en Europe, phagocytés par l'extrême droite et ils détruiront l'essence même, le cœur de l'Europe. Après Viktor Orban en Hongrie qui régulièrement bloque le Conseil européen, vous le savez, Robert Fico en Slovaquie, Giorgia Meloni en Italie, il y a maintenant Andrej Babiš qui est entré en piste en République tchèque et puis des élections aux Pays-Bas où Geert Wilders avec le PVV voudrait monter au gouvernement, d'ailleurs en première place de ce gouvernement. Il peut y avoir ces minorités de blocage en Europe. C'est un vrai risque, Évidemment, si à la tête de l'Europe, il y a des gens qui ne croient pas dans les valeurs européennes, les plus normales, c'est détricoter, démonter l'Europe. Mais si on veut une croissance comme celle qu'il y a à l'Espagne aujourd'hui, une création d'emplois comme celle qu'il y a à l'Espagne aujourd'hui, une réduction d'entrées régulières sur notre territoire comme celui qu'il y a à l'Espagne, il faut choisir un gouvernement comme le gouvernement de Pedro Sánchez, un gouvernement sociodémocrate, qui croit à la croissance, mais qui croit aussi à la justice sociale et à la dignité de chaque être humain. Pour finir, un jeune Européen, Sam, un Espagnol, vous interpelle, Monsieur le Ministre, sur cette Europe potentiellement bloquée. C'est notre ligne directe. On l'écoute ensemble. Beaucoup de jeunes pensent que l'unanimité freine l'Union européenne. Est-ce que vous êtes favorable à une réforme des traités pour permettre à l'Europe de s'exprimer avec une seule voix plus forte? Oui. Je suis totalement favorable de passer à la majorité qualifiée dans beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, l'Espagne, et moi en tant que ministre des Affaires étrangères, je participe activement à un groupe qui s'appelle les Amis de la majorité qualifiée avec d'autres pays en Europe. Merci José Manuel Alvarez d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. On poursuit sur le thème de la montée des droites les plus radicales un peu partout en Europe. C'est le débat à Strasbourg avec nos confrères des chaînes parlementaires. Merci de nous rejoindre à Strasbourg, au Parlement européen. Nous allons aujourd'hui tourner notre regard à la droite toute de cet hémicycle et de ceux des 27 pays de l'Union européenne, car les rangs de l'extrême droite grossissent d'élection en élection. Le 29 octobre, les Néerlandais pourraient renvoyer en première position le PVV de Geert Wilders, qui a fait échouer d'ailleurs sa propre coalition conclue il y a un an avec le centre-droit. Et puis auparavant, la République tchèque a vu le retour au pouvoir du milliardaire populiste Andrej Babiš, dont le parti ANO a opéré un net virage à droite. Andrej Babiš qui rejoint d'autres gouvernements de droite radicale en Europe, l'Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico. Tous s'affirment trumpistes et d'ailleurs les deux derniers cités sont aussi des amis de Vladimir Poutine. Oui, alors d'ailleurs à Strasbourg, ici même, l'extrême droite européenne représente désormais un quart de l'hémicycle, mais est divisée en trois groupes. L'Europe des nations souveraines qui compte l'AfD allemande, les conservateurs et réformistes emmenés par Giorgia Meloni et plus nombreux, les patriotes pour l'Europe, troisième groupe du Parlement européen, créé par Viktor Orban, Marine Le Pen et Geert Wilders. Un groupe dont vous faites d'ailleurs partie, Virginie Joron, eurodéputée française, bonjour, membre bonjour. Des Patriotes pour l'Europe, c'est-à-dire le Rassemblement national en France. Vous allez débattre avec deux de vos collègues. Helmut Brandstätter, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé autrichien, membre du groupe Renew au centre du Parlement européen. Et on accueille également Javier Moreno Sanchez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé espagnol, membre du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen et en Espagne du Parti socialiste et ouvrier espagnol qui est au pouvoir en Espagne. On constate que les partis traditionnels, M. Moreno Sanchez, remportent moins de suffrages et sont morcelés véritablement dans les hémicycles avec la difficulté de créer des coalitions. C'est une des raisons de cette montée en puissance de la droite radicale ? Puisque vous parlez de l'Espagne, on va parler de mon pays. Donc un gouvernement social-démocrate en coalition avec l'extrême gauche. Le pays qui a la plus grande croissance, le double de la zone euro, qui crée de l'emploi, qui est à l'avant-garde de l'égalité homme-femme, qui est à l'avant-garde des énergies renouvelables. Et malgré ça, l'extrême droite monte, effectivement.
l'extrême droite n'existait pas jusqu'en 2013, depuis le retour à la démocratie. Depuis la fin de la dictature, il n'y avait pas d'extrême droite, ça englobait tout était englobé. Des libéraux jusqu'à l'extrême droite étaient tous sous le Parti populaire espagnol. En 2013, Abascal, le leader maintenant de Vox, décide de sortir. La société espagnole mûre accepte ça. Et Vox, c'est le parti d'extrême droite espagnol. Exactement. Et commence à monter. Mais il commence à monter parce qu'il grignote en fait le parti conservateur traditionnel qu'est le Partido Popular espagnol. Et nous continuons avec notre gouvernement pour les majorités sociales et c'est pour ça qu'on est un des derniers bastions et c'est un modèle, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne. Le FMI le dit, le Financial Times le dit et ce n'est pas des journaux ou des organismes de gauche. Donc. Alors, Virginie Joron, en France, le Rassemblement national est en tête dans les sondages en cas de nouvelles élections législatives. À quoi est due la popularité de votre famille politique? Aussi à l'instabilité politique en France et l'impossibilité entre les partis traditionnels de dialoguer et de travailler ensemble? Alors déjà, permettez-moi de recentrer un petit peu la notion d'extrême droite, parce qu'effectivement, vous mettez ça en avant, et je pense que on part déjà très mal, parce que déjà de qualifier l'extrême droite de tel parti, c'est déjà ignorer, nous mettre une cible dans le dos. Et c'est ignorer aussi 18 millions d'Européens qui ne se pensent pas être extrémistes. Donc déjà, je pense qu'au niveau déjà des notions qu'on utilise... Là, on va dire que oui. C'est où vous siégez dans l'hémicycle. De droite radicale? Non, je parlerai des patriotes, de la droite peut-être conservatrice, mais pas extrême droite, parce que sinon c'est dénigré. On ne fait pas le débat sur l'extrême droite. Oui, mais c'est important parce que c'est le mot que vous allez utiliser pendant presque 15 minutes. C'est des éléments de langage qu'on connaît bien. Avançons. Non, mais parce que c'est important de rappeler que cette notion participe à la montée finalement, parce que les gens le considèrent que nous ne sommes pas de l'extrême droite. Et c'est pour cette raison aussi que de plus en plus il y a cette montée. On l'a vu la semaine dernière avec le groupe ANO, qui n'est pas extrémiste droite, puisqu'avant il siégeait auprès du parti du groupe Renew, et qui à un moment donné, parce qu'il y a un bilan qui a été rejeté de ce groupe. Mais c'est lui qui a annoncé qu'il partait, et en même temps Valérie Ayer en a profité pour les sortir. D'ailleurs, quand vous revoyez les articles de presse, ils ont été soulagés de l'annonce de Babiš. Mais ce n'est pas eux qui les ont sortis, ils étaient déjà en difficulté. Donc il y a effectivement ce décalage entre la réalité de ce que vivent la population française et européenne, avec notamment les effets du pacte d'immigration, asile et migration, et surtout le pacte vert. Alors, en Autriche, pour justement parler de votre pays, dès l'an 2000, l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans une coalition avec la droite traditionnelle. Ça a brisé un tabou pour toute l'Europe d'ailleurs. À l'époque, il y avait même eu des sanctions. Et cela, vous considérez que ça a dédiabolisé un peu la droite radicale pour lui donner une place dans les institutions? Le problème de l'extrême droite en Autriche, ils ont été 3 fois au gouvernement. Et tous les 3 fois, le gouvernement n'a pas fonctionné. La dernière fois était le scandale de Ibiza, la grande corruption, et le ministre de l'Intérieur était Herbert Kickl, il est le chef du parti maintenant. Et il a détruit notre service secret, que même les Français n'ont plus parlé avec nous, même on a eu des grands problèmes. Ça veut dire, quand l'extrême droite est au gouvernement, en Autriche, il y a des problèmes pour tout le peuple. Quand même, ils sont forts maintenant. Pourquoi? Parce que les autres partis ne peuvent pas expliquer que les solutions politiques ont besoin d'un peu de temps, qu'il faut des compromis. Il faut les expliquer. Alors, c'est même la faute des autres partis. Mais l'extrême droite, ce n'est pas la solution. Et le dernier point, ils ne sont pas des patriotes. Les FPÖ autrichiens, ils sont des amis de Poutine. Il dit on en parlera. Toujours ce que Poutine veut. Et ici, à Strasbourg, il vote toujours comme Poutine. On en parlera et on interrogera ce lien avec la Russie, mais en tout cas, ce développement, cette montée des gouvernements de droite radicale en Europe est pour certains observateurs lié à un recul des droits de l'homme sur le vieux continent. Nous avons interrogé l'ONG Amnesty International qui est très inquiète sur ce sujet. Alors, de manière générale, on observe un recul des droits humains dans le monde et en Europe également. L'Europe n'est pas épargnée par ce retour en arrière un peu général qu'on observe depuis quelque temps. Dans certains pays en particulier, c'est vrai que c'est assez marqué. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, par exemple, où on voit que les droits des femmes, le droit à l'avortement, le droit des personnes LGBT, le droit des personnes migrantes étrangères sont particulièrement atteintes, que la société civile aussi est attaquée avec des lois qui la visent particulièrement.
une répression du droit de manifester, hein, qu'on a documenté nous largement dans toute l'Europe. Monsieur Moreno Sanchez, en effet, vous observez plus précisément ces atteintes aux droits des citoyens et des minorités? Bien sûr. C'est pour ça que notamment en Espagne, avec le gouvernement de Pedro Sánchez, on est très strict, notamment sur toutes les lois anti-violence machiste, égalité homme-femme, toutes les libertés ce qu'on appelle les LGTBI, enfin tous ces collectifs. Et on continue de défendre ça parce que sinon, effectivement, c'est un retour en arrière. Et tous ces progrès qu'on a obtenus ces dernières années, effectivement, cette vague d'extrême droite qui arrive risque de les remettre en cause. Et c'est des sociétés qui fonctionnent très bien. Allez en Espagne, vous voyez le dynamisme et tout le monde veut venir en Espagne. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Virginie Jaureau, quand vous observez certains de vos alliés, par exemple Viktor Orban, qui en Hongrie interdit la Gay Pride, est-ce que c'est un modèle pour vous ? C'est pas un modèle parce que dans le sens où nous, on défend d'abord nos intérêts, d'abord les Français avant les autres. Après, il est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, on ne prend pas un État plus qu'un autre comme modèle. Nous avons notre propre politique, nous défendons nos propres valeurs. Et après, donc, ça revient à vos valeurs à interdire ou autoriser non, les pas du tout. Je veux dire, nous, on n'a jamais, sur ce sujet, on n'a jamais remis en question les droits LGBT, on n'a jamais remis en question le mariage pour tous, on n'a jamais remis en question les droits à l'avortement pour les femmes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les patriotes, c'est quoi? On défend d'abord nos valeurs, nos intérêts, nos principes et on respecte les autres. Effectivement, on peut dénoncer cette politique, mais ce n'est pas à nous de juger ce dont les citoyens, à un moment donné, ont fait pour choix comme dirigeant. Je pense qu'il a été voté dans son pays, des élus, il a été élu, donc il a respecté la démocratie. Donc si sa population a voté pour ce chef d'État, il faut respecter. Et donc vous votez en ordre dispersé, ici au Parlement, sur ces sujets sociétaux ? Bien sûr, chacun est libre de voter ce qu'il a envie de voter. Et là, vous pouvez toujours vérifier. On est un groupe, les Patriotes pour l'Europe, avec des valeurs qui nous unissent, c'est-à-dire souveraineté, indépendance, et on ne souhaite pas trop de bureaucratie de Bruxelles. Et tout le reste vous désunit, l'économie, c'est pas une désunion, mais c'est un respect. C'est un respect des votes de chacun. Nous, ce qui nous lie, c'est la souveraineté de chaque État membre, de chaque parti politique. Alors quand on voit effectivement ces gouvernements de plus en plus autoritaires, à l'image de Viktor Orban, on peut parler de Robert Fico, on va parler aussi des prochains, de ceux à venir peut-être aux Pays-Bas, avec un droit de veto au Conseil européen, sans être gravement sanctionné, c'est-à-dire qui utilisent ce droit de veto comme manière de négocier des fonds européens, par exemple. Est-ce que l'Europe est encore le continent des droits de l'homme ? Oui. Ça, c'est la base de l'Union européenne. Mais vous parlez de Fico et Orban. Vous savez, ce sont deux nationalistes. Si Orban, vous connaissez, il montre la carte de Hongrie, le Grand Hongrie. Et la Slovaquie est part. Pour Orban, la capitale de Slovaquie, Bratislava, est Pozsony. Alors, ça, c'est le problème. Si les deux peuvent, à la fin, ils sont en guerre. Parce que Mitterrand a dit le nationalisme, c'est la guerre. Et pour moi, c'est le problème le plus grand de la droite, qu'ils sont nationalistes, et ça peut faire la guerre. Il y a parfois des intérêts divergents entre ces dirigeants souverainistes. Javier Moreno Sanchez, en tout cas, ces dirigeants de droite radicale ou d'extrême droite, ils ont un point commun, ils sont soutenus actuellement par Donald Trump. Est-ce que ce soutien du président américain, ça peut être un facteur qui accélère cette montée de la droite radicale européenne? Et des réseaux sociaux américains. Ce soutien se transforme en soumission de la part des droites européennes. Et malheureusement, je reviens toujours à mon pays, mais regardez Pedro Sánchez qui a dit non, il y a d'autres voies. Par exemple, sur la défense, on va augmenter, mais en maintenant la cohésion sociale. Parce que la paix, ça ne se joue pas seulement avec les armes, mais simplement aussi dans les sociétés. Quand Donald Trump annonce toutes ces barrières douanières, tous ces tarifs, ce qu'ils ne savent pas, les Américains, c'est les premiers qui vont être touchés, c'est eux qui sont déjà touchés par l'inflation. Et ça n'a aucun sens. On a toujours fait du libre commerce. Et donc, il faut continuer là-dessus. Et c'est clair que ça donne un mauvais exemple, parce que les forces d'extrême droite dans nos différents pays, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent suivre l'exemple de Trump. Et monsieur l'a dit, le nationalisme, c'est la guerre. L'a dit Mitterrand en 1995, dans cette maison, au Parlement européen. Donc, revenir au nationalisme, c'est pas bon. Ça fait quoi maintenant? Presque 7 décennies
qu'on vit ensemble, qu'on a un projet commun, un destin commun, les Européens, on veut revenir en arrière? Je ne pense pas. Virginie Joureau, le lien avec l'étranger, vous dites nationalisme, et certains partis de votre famille politique ont été critiqués pour leur lien avec Vladimir Poutine. Même le Rassemblement national, avec depuis la rentrée directeur général de votre parti, Patrice Hubert, qui a noué d'importants réseaux avec Moscou. Le lien entre vous, votre famille politique et la Russie n'est pas rompu ? Alors déjà, c'est quoi un important réseau? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me l'apprenez, là, d'abord, cette information. Alors, précisément, c'est un article du journal Le Monde qui précise que Patrice Hubert a entretenu une relation, un réseau avec l'oligarque russe proche de Poutine, Konstantin Malofoyev. Réseau. Alors moi, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire. Moi, ce que je sais par rapport à les dénonciations de la politique trumpiste, je l'entends, mais je pense qu'on est en train de faire la même chose, là, en ce moment, en Europe. On est en train, aujourd'hui, de mettre au goût du jour, et moi je l'apprécie, c'est la préférence européenne. Dire aujourd'hui qu'on veut pour notre industrie de la préférence européenne, c'est nationaliste? Non, c'est qu'aussi on veut défendre nos propres intérêts. C'est incompatible avec soutenir Trump. Mais non, je ne soutiens pas. C'est pas du tout ça que je dis. Non, je ne soutiens pas Trump. Je soutiens la vision de Trump dans le sens où America First et donc Europa First. Tous les tarifs. Non, Europa First et même France First. J'ai envie de dire que chaque député européen doit d'abord penser à son industrie, à l'autre penser à tout ouvrir. On voit les résultats. Pourquoi vous vous plaignez de la montée de tous ces partis? Mais parce qu'il y a ce résultat qui... Dans votre groupe, il y a un Viktor Orban qui continue à importer du gaz russe parce que ça ne lui passe pas de problème et qui considère il va se faire sanctionner. On est en train de le sanctionner, on est en train de tout couper. Encore une fois, notre politique d'abord, et chaque député européen, enfin, qu'on se le dise, d'abord, on pense à nos citoyens. Moi, je pense d'abord aux Français, après à l'Europe. Et la préférence européenne, pour moi, c'est pas un gros mot. Et pour revenir à ce que vous m'avez dit... Et sur Vladimir Poutine, est-ce que vous assumez le lien entre votre famille politique, entre les Patriotes pour l'Europe et Vladimir Poutine? Il n'y a pas à assumer quoi que ce soit. Je ne connais pas ces réseaux dont vous parlez aujourd'hui. Moi, concrètement, vous pouvez regarder, on a un registre de transparence, il n'y a aucun lien, il n'y a pas d'intérêt particulier ou même direct avec la Russie. Vous le savez très bien, parce que sinon si on avait vraiment des liens, ça ne serait pas que Le Monde qui reprendrait cette information, mais tout le monde ici au Parlement. Il y aurait déjà même un débat contre nous aujourd'hui pour dire attendez, il y a encore les marionnettes de Poutine ici au Parlement. Vous aviez reçu des financements russes et rompu avec cette pratique. Financement russe, à l'époque, comme vous le savez tous aussi en France, c'est qu'il y a eu un prêt bancaire avec un contrat avec une banque tchèque qui s'est fait racheter par les Russes. Ça, on n'est pas responsable de ce rachat. Et depuis ce prêt, il a été, je crois, soldé. Donc il n'y a plus du tout financièrement d'intérêt direct ou indirect avec des forces russes. Non, je veux le dire très simplement. Trump veut détruire l'Union européenne parce que c'est très facile de faire des négociations avec des pays. Hein. Poutine veut détruire l'Europe aussi, parce qu'il veut une faible Europe. Alors, il faut une Europe souveraine, ensemble, très fort. Ça, c'est notre chance. Et la droite veut Trump. Trump est chômage pour l'Europe. Poutine est guerre pour l'Europe. Alors, seulement une Europe très, très forte, ça, c'est la chance pour le futur, hein, pour la génération. Moi, je dis toujours, moi, je suis la génération la plus heureuse de toujours en Europe. Il faut continuer, alors. Avec toutes les possibilités. Et j'ai 3 enfants. Hein. Je veux qu'eux, dans 30 ans, ont les mêmes possibilités et la paix et une forte Europe sans frontières. Un mot de conclusion très rapide, Monsieur Moreno-Sánchez, sur la montée de ces droites extrêmes et leurs conséquences en Europe. Il faut les contrer. Il faut continuer avec nos programmes, nos politiques, parce qu'à moyen et à long terme, on se rendra compte que c'est la seule voie. Comme disait monsieur, entre Poutine et Trump, l'Europe doit être au milieu et on doit avancer avec une autonomie. Et on a tous les moyens pour le faire. Donc il faut simplement qu'on ait confiance en nous-mêmes. Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 3 d'y avoir participé. Et merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes. L'actualité continue.